la première. Quand les parents refusaient de remettre leurs enfants en progéniture aux prêtres, eh bien, les gendarmes agissaient. Ils disaient, ouais, si tu ne laisses pas faire, on t'embarque, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'était des menaces. Bon, les parents étaient vraiment affaiblis, faibles devant ce comportement. Cayenne, 1935. La France célèbre cette année-là le tricentenaire de ses possessions antillaises, la Martinique et la Guadeloupe. Une fastueuse opération de propagande coloniale qui passe aussi par la Guyane, seule colonie continentale en Amérique du Sud, dont le rattachement à la France remonte aussi au XVIIe siècle. Dans la Guyane des années 30, vivent alors aux côtés des colons européens les créoles, descendants d'esclaves affranchis en 1848, les noirs marrons, filles et fils d'esclaves ayant fui les plantations pour fonder des sociétés libres en forêt, et les Amérindiens, les premiers habitants du continent sud-américain. C'est à cette époque que les missionnaires catholiques arrivent en Guyane. Le breton Pierre Gourtet, un vieux routier de la congrégation des Spiritains, vient d'y être nommé vicaire apostolique. Le pape Pie XI lui a donné pour mission d'évangéliser cette vieille colonie française, d'en faire une terre pleinement chrétienne. À ses côtés, une poignée de missionnaires spiritains animés d'une foi à toute épreuve. Pour eux, comme pour la majorité des Français, la Guyane, c'est à la fois un enfer vert et un Eldorado. La fortune ou la mort. Et puis il y a le bagne, qui a fait de cette vieille colonie le cul-de-sac du monde, comme l'écrivait quelques années plus tôt le journaliste, pourfendeur de l'administration pénitentiaire, Albert Londres. Dans les années 30, cette Guyane où les missionnaires spiritains doivent propager la foi chrétienne est un territoire coupé en deux. D'un côté, la bande littorale, où se concentre l'essentiel de la population, majoritairement créole et déjà largement christianisée. De l'autre, le territoire de l'Inini, qui représente 90% de la superficie de la Guyane. C'est une immense forêt, bordée des fleuves Maroni et Oyapock, sur les berges desquels vivent des peuples amérindiens et noirs marrons, oubliés de l'État français. C'est à eux que les missionnaires vont prêcher la bonne parole. Les zélateurs du Christ remontent les fleuves, parfois au péril de leur vie, pour se rendre dans les minuscules villages de ce gigantesque arrière-pays, prêts à tout pour satisfaire la doctrine spiritaine « Soyez nègres avec les nègres pour les gagner à Jésus-Christ ». L'Église a souvent été un auxiliaire de l'entreprise coloniale et parfois même devancé l'État parce que l'Église est celle qui n'hésite pas finalement à aller au-devant des populations et donc l'État s'est souvent replié sur l'Église pour effectuer pour reprendre un terme très contemporain, des missions de service public. Administrativement, les autorités coloniales qualifient de primitifs les Amérindiens et les Noirs marrons, appelés aussi Bushinengue ou Boni. Ils ne sont ni sujets ni citoyens. Officiellement, ce sont des protégés de l'État français. Pour les Spiritains, ces populations en marge, qui vivent souvent en tribus, sont autant d'âmes à conquérir et d'enfants à instruire. Ils sont prêtres missionnaires, donc ils viennent d'abord pour évangéliser, mais ils avaient un volet social dans leur formation. Le prêtre qui était là, il était à la fois le postier, le médecin, l'infirmier, le maître d'école et tout. C'était vraiment des hommes polyvalents, disons. C'est ce qui les a poussés à créer les internats, les homes, pour permettre aux jeunes enfants de ces populations d'aller à l'école. Partout où ils se trouvent en Guyane, les missionnaires spiritains envisagent de créer des internats pour y accueillir les jeunes autochtones des villages environnants. Ils s'inspirent de ce que différentes églises pratiquent depuis des décennies au Canada, en Australie ou aux États-Unis, à une toute autre échelle.
En Guyane, une première expérience est menée sur le littoral, à Mana. Une commune plus accessible que les villages de Linini, même s'il faut tout de même une journée de mer depuis Cayenne pour s'y rendre. Présentes à Mana depuis près d'un siècle, les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny ont largement préparé le terrain. Et le missionnaire spiritain qui s'y installe à la fin des années 30 va recruter pour son pensionnat les enfants des villages voisins, ceux des Amérindiens Kalinia. Les petites filles sont recueillies chez les sœurs, les garçons chez le prêtre. En fait, les Homes étaient uniquement un internat pour qu'ils soient scolarisés, mais ils n'étaient pas scolarisés dans le Home. Le Home n'était pas une école. Le Home, c'était justement un home, un foyer, où les enfants viennent là pour manger, dormir, faire leurs devoirs, et après ils vont à l'école. En 1941, un missionnaire spiritain en poste aux Antilles vient visiter le Home de Mana. Le révérend père Jean-Baptiste de Lavarde n'est pas seulement un homme de foi. Archéologue confirmé, il a accompagné dans les Caraïbes plusieurs missions ethnographiques, s'adonnant à son autre passion, la photographie. C'est lui qui va réaliser les toutes premières images du Home indien de Mana. On est vraiment dans le portrait ethnologique, alors hérité probablement même de l'anthropologie physique. Donc il fait poser de face et de profil les enfants pour bien mettre en avant leur apparence physique. C'est une petite série un peu émouvante quand on penche sur elle. C'est la seule qui fasse mention de ces enfants qui sont donc en pension dans un home. Il y a des regards, il y a des positionnements. Et là, il y a le portrait de groupe où il y en a deux qui sourient aussi au photographe. Et puis, il y a celle-ci où la petite fille ne suit pas du tout l'ordre qui devait être de poser de profil et elle se détourne. Juste, voilà, c'est un échange en tout cas à un moment donné qui est enregistré et qui traverse le temps, quoi. Agnès, qui tient dans ses bras la petite fille au regard inquiet, a 94 ans aujourd'hui. Elle en avait 11 quand le père de Lavarde a pris cette photo. Une vie est passée. Enfant, Agnès vivait à Pointe-Isère, un village côtier typique des Indiens Kalinia. Ses jeunes années ont été bercées par les récits de chasse et de pêche, l'histoire de son peuple aussi, que son père lui racontait dans sa langue. Agnès n'a pas goûté très longtemps cette vie d'enfant amérindienne. À la mort de sa mère, elle a été confiée aux sœurs de Mana et a vécu plusieurs années au Home, situé à quelques heures de pirogue de son village. Un autre monde, dont elle n'a plus la force de se souvenir. Agnès n'a quitté le pensionnat catholique qu'à l'âge de 16 ans, pour se marier et avoir des enfants. Ce sont eux qui prennent soin d'elle aujourd'hui. Autour de la table, ce jour-là, 3 générations. Tous sont passés par les Homes de Mana. Franck, le 9e des 10 enfants d'Agnès, y était pensionnaire à la toute fin des années 70. Son entrée dans le Home a brutalement rompu tous ses liens avec sa culture traditionnelle, à une exception près. Dans le pensionnat, situé juste derrière l'église, les enfants dormaient, comme au village, dans des hamacs. Là, c'est une partie donc, du dortoir, justement. On avait 2 séries de hamacs carrément. Donc, il y avait des barres qui étaient disposées, bien fixées. Et on avait tous les hamacs, avec un petit espace, justement, donc, pour mettre à la fois son sac, ses effets personnels, juste à côté. Et le matin, justement, donc, c'était réveil, détacher cette partie-là, rabattre sur l'autre, sur la façade murale, et ensuite, on se positionne pour faire sa prière. Enfin, c'est des signaux comme ça. Et bien évidemment, avant de prendre la direction de l'école, pas trop loin, donc juste à quelques dizaines de mètres d'ici, l'école publique pour les garçons et forcément l'école privée donc pour les filles. Les Homes indiens, ce sont des internats et dans lesquels on pense un enseignement
vraiment sur le modèle de ce que proposaient les religieux dans les colonies africaines, par exemple. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt d'avoir un enseignement professionnel pour les garçons et puis un enseignement ménager pour les filles, quoi. Et donc ça va être couture, bonne manière, tenue, hygiène... mais bien sûr, les savoirs de base, savoir lire, écrire, compter, donc pouvoir s'insérer quand même dans cette société guyanaise. Mais il ne s'agit pas voilà, de leur permettre de s'émanciper par l'école, quoi. Les parents ne comprenaient pas vraiment, vous voyez, cette démarche. Mais comme c'était aussi comme comment dirais-je, comme une obligation, vous voyez. Et quand les parents refusaient de remettre leurs enfants en progéniture aux prêtres, eh bien, les gendarmes agissaient. Ils disaient, ouais, si tu ne laisses pas faire, on t'embarque, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'était des menaces. Bon, les parents étaient vraiment affaiblis, faibles devant ce comportement. C'était l'époque où il fallait aller à l'école, aux hommes, à l'internat, comme on appelle. Donc je pense que j'ai dû entrer aux hommes aux environs de 4 ans. Mais mes grandes sœurs étaient déjà là-bas. Donc il paraît que je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'ai aucun souvenir du jour où je suis arrivée. Mes souvenirs commencent vraiment vers l'âge de 8 ans par là. On avait, comme on appelle, des travaux à faire. Par exemple, le ménage. Ce qu'on faisait aussi, c'est le nettoyage du poisson, le matin très tôt, avant d'aller à l'école. Après, on avait nos journées aidées à la cuisine, surtout pour faire les gâteaux, trucs comme ça. Et puis, le jardinage, il fallait ratisser, ramasser les feuilles. Pour plus tard, disait pour nous former pour plus tard, si jamais on devait se marier ou on devait avoir quelqu'un pour pouvoir s'occuper des enfants. Tout était neuf pour elle. Elle ne connaissait pas un mot de français. Et nous avions l'ordre, si vous voulez, venant d'un peu plus haut, de ne pas nous parler l'indien. Nous ne le savions pas non plus, mais enfin nous aurions pu l'apprendre. Mais on nous disait, c'est à vous. Il faut que ce soit elle qui apprenne le français et non pas le sens inverse. Ça fait que quand on leur disait, par exemple, de balayer, il fallait qu'on leur montre ce que ça voulait dire avec le balai. N'importe ce qu'on leur disait, il fallait toujours faire le geste.